Bonjour et bienvenue au premier épisode de cette série sur la linguistique pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré au langage possible et au langage réel. Nous allons découvrir la différence entre les deux. Tout d'abord, nous allons consacrer quelques minutes à la question que veut dire maîtriser une langue, quels sont les critères. Je vais vous présenter deux approches linguistiques très différentes, disons à deux extrêmes d'un spectre, notamment l'étude du langage possible et l'étude du langage réel. Nous allons voir aussi, bien évidemment, les implications pour la pédagogie et pour l'apprentissage des langues. Avant de nous lancer dans ce programme, arrêtons-nous un instant pour réfléchir, pour comparer deux textes, un qui pourrait se qualifier le texte original et l'autre comme sa traduction. Vous allez voir, les deux textes sont en français, donc un à caractère naturel, l'autre à caractère moins naturel. Lequel de ces deux textes vous semble plus naturel? Quelles sont les caractéristiques de cet usage naturel? Donc, qu'est-ce qui différencie les deux textes et quels sont les problèmes avec l'autre texte? Dans un instant, les deux textes apparaîtront. Si vous avez envie de réfléchir à ces questions, arrêtez la vidéo maintenant. Je vais essayer d'y répondre moi-même. Donc, bien évidemment, c'est le premier texte qui est le texte original et le deuxième texte qui est sa traduction. Vous avez vu, donc, les deux textes étaient en français, sont formulés en français, et les deux textes sont finalement assez proches l'un de l'autre, sauf que certains mots ont été remplacés dans le deuxième texte par des synonymes. Donc là, le sens des synonymes est évidemment très proche. Vous avez le mot l'expansion qui a été remplacé par le mot accroissement, posséder, avoir quelque chose à sa disposition, ou encore rayonnement remplacé par éclat. Pourquoi avons-nous commencé avec ces deux phrases? Pour illustrer deux approches linguistiques qui sont assez loin l'un de l'autre, notamment l'étude du langage possible versus l'étude du langage réel. Car nous allons voir, ces deux approches à la linguistique vont mener à deux compréhensions de la langue qui sont assez différentes, même opposées, et qui vont influencer notre vue sur l'apprentissage des langues de deux façons différentes. Quand on parle du langue possible, on pense bien évidemment à toutes les phrases qui sont possibles à prononcer, et on peut aussi dire que le devoir du linguiste, c'est d'inventer des exemples ou d'examiner des exemples déjà existants et les soumettre aux natifs pour déterminer leur acceptabilité, essentiellement leur acceptabilité grammaticale. Donc vous voyez, la grammaire joue un rôle important, voire un rôle central dans cette approche. En revanche, notre deuxième possibilité, c'est de nous consacrer entièrement au langage réel, c'est-à-dire aux énoncés que les natifs ou les experts, des utilisateurs experts, ont prononcés lors de différents types de communication dans les différentes situations et qui n'ont pas été donc sollicités par le linguiste. Le linguiste collecte et interprète donc ces énoncés. C'est ce qu'on entend par l'usage langagier naturel. Donc cet usage langagier va émerger de ces énoncés qui ont été, je répète, prononcés dans des situations réelles. La première approche, si nous considérons la langue comme donc un ensemble de phrases possibles et grammaticalement correctes, ça a certainement plusieurs conséquences par rapport à l'étude de la langue et par rapport aussi à l'apprentissage des langues. Le premier problème avec cette approche qu'on m'a posée, c'est qu'effectivement, il existe un très très grand nombre de phrases qui sont bien construites et qui ne sont pas complètement naturelles à un locuteur natif. Regardez les exemples. Aimes-tu cette soupe? Non, je n'aime pas cette soupe. Aimes-tu cette soupe? Je n'aime pas cette soupe car elle ne correspond pas à mon goût.
Si nous sommes d'accord que ces phrases sont grammaticalement correctes, probablement très peu utilisées dans une discussion réelle, il nous faut poser la question, ben, quels sont d'autres critères que ces phrases vont enfreindre pour que ces dialogues ne sonnent pas naturels? Quels sont les critères qui ne font pas partie des critères de l'acceptabilité grammaticale, mais qui sont aussi importants pour valider des phrases des natifs, des utilisateurs experts? Deuxième problème avec cette définition, que je vous rappelle ici brièvement, donc un ensemble de phrases possibles et grammaticalement correctes, c'est qu'il existe des phrases donc grammaticalement correctes qui ne sont pourtant pas acceptables à un locuteur natif. Regardez les phrases suivantes. J'ai fait l'expérience d'une déception amère. Un accident s'est passé. Faites-vous confortable. His decisions have a habit of mattering. Donc un exemple anglais. Vous voyez ici dans ces phrases que le grand problème, c'est que ces phrases sont grammaticalement complètement correctes. Par contre, au niveau de sélection de mots, de choix de mots, elles ne reflètent pas les choix naturels des langues maternelles. Donc la co-sélection des éléments lexicaux dans ces phrases est surprenante. J'ai fait l'expérience, pardon. J'ai fait l'expérience d'une déception amère. Un accident s'est passé. Ou faites-vous confortable. Traduction bien évidemment de l'anglais. Néanmoins, une phrase complètement correcte si nous nous concentrons sur la grammaire. Et his decisions have a habit of mattering. Encore une fois, quelque chose qui est en anglais, qui peut sembler bizarre parce que, encore une fois, la co-sélection des mots n'est pas complètement usuelle. Nous avons aussi un troisième problème avec cette approche, c'est que les phrases que les natifs qualifieraient des phrases à caractère naturel ne respectent pas toujours le critère de la grammaticalité. Regardez les phrases suivantes. Je ne sais pas. En Islande, j'y suis jamais allée. Pas de vélo. Studied for the exam. Had a good breakfast. Vous voyez que ce sont des phrases qui sont grammaticalement problématiques. Dans la première phrase, il y a le mot ne, donc une partie de la négation qui manque. Deuxième contient une répétition. Troisième est une phrase incomplète. Quatrième, cinquième, également des phrases incomplètes anglaises. Donc il y a le sujet qui manque dans ces deux dernières phrases. Pourtant, il serait difficile à dire que ces phrases ne sont pas naturelles, ne sonnent pas de façon naturelle. Ce qui nous amène à une petite conclusion par rapport à ces problèmes, c'est que la justesse grammaticale ne semble être ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour comprendre et produire des énoncés à caractère naturel. Or, ce sont précisément ces énoncés-là qui intéressent les apprenants de langue, car les apprenants de langue, ils essayent d'intégrer un usage qui leur permet de participer à des discussions avec des natifs, avec les langues maternelles. Pour cela, bien évidemment, les phrases grammaticalement tout à fait correctes mais inhabituelles ne remplissent pas cette fonction. Dans l'épisode suivant, nous allons donc nous consacrer à la question, non à la question que veut dire maîtriser une langue, mais que veut dire maîtriser l'usage langagier naturel. Je vous ai préparé une petite collection de la littérature recommandée, des livres qui sont intéressants et qui traitent des sujets que nous avons évoqués dans cet épisode. Et je vous attends bien évidemment pour l'épisode 2 pour traiter donc d'autres questions liées à la linguistique pour l'apprentissage des langues.